Le mandat de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est de protéger les enfants. Trop souvent, on entend des histoires d'horreur et pourtant, il y a de très belles histoires qui, malheureusement, sont très peu connues parce qu'il y a la loi de la confidentialité qui fait en sorte qu'on garde ces histoires-là un peu moins présentées dans les médias. J'ai avec moi Maryse Darvaux, qui est directrice de la DPJ à Montérégie. Bonjour Maryse, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Alors, la DPJ existe au Québec. Une institution avant-gardiste, puisqu'en Europe, il y avait des endroits où il n'y a même pas encore de regroupement pour protéger la loi de l'enfance. Ça a été voté en 1979 ici au Québec. Depuis ce temps-là, on porte attention à nos enfants. On vous a invité ce matin parce qu'on veut mieux comprendre le cheminement, le parcours entre l'entrée dans le système et la sortie du système à la protection de la jeunesse. Trop souvent, on entend que c'est pas toujours fait de la bonne façon et au contraire, je pense qu'il y a un travail exceptionnel qui est fait. L'étape numéro 1, c'est le signalement. Tout commence par un signalement. C'est quoi exactement un signalement quand on est à la protection de la jeunesse? Un signalement, c'est lorsqu'une personne dans la communauté, quand je parle de la communauté, ça peut être la famille, ça peut être le milieu scolaire, c'est vraiment les gens qui gravitent autour d'un enfant et d'une famille. Quand ces gens-là sont inquiets et souhaitent nous faire part d'une situation parce que l'inquiétude est assez grande. OK. En 2011-2012, on va le voir sur le tableau, il y a eu au Québec, donc, ce genre de situation-là, répété 77 244 fois. Et vous allez voir aussi sur le prochain tableau d'où proviennent ces appels-là. 31 des appels sont logés d'employés de différents organismes qui sont témoins d'actes qui se passent. Les appels du milieu familial viennent à 19 milieu scolaire 18 milieu policier et de la communauté à 11 Quand on reçoit ces appels-là, on fait quoi avec? On prend l'information, on questionne, on documente, on veut comprendre un peu, mais ça ne se fait que par téléphone. OK. Et là, on doit prendre une décision. Est-ce que cette situation-là, on a besoin d'aller dans le milieu, d'aller sur place, d'aller rencontrer les parents et de voir à la maison ou à l'école ou ailleurs comment ça se passe? Où est le problème? Donc ça, c'est l'étape numéro 2, réception et traitement des signalements. On a une employée qu'on est allé tourner cette semaine, qui exactement au moment où on était là, recevait un appel. Voici comment ça se discute entre la personne qui fait un signalement et la personne qui le reçoit. Vous appelez pour faire un signalement, madame? Parfait. C'est concernant un enfant de quel âge? Ah, OK. Pourquoi vous êtes inquiet par rapport à ces enfants-là? N'inquiétez-vous pas, c'est complètement confidentiel au niveau de la personne qui appelle pour faire un signalement. OK. Donc, au niveau de, vous me parlez de l'hygiène, est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes concernant ces enfants-là? Au niveau de la nourriture ou de la partie du logement? Donc, il y a un questionnaire que la personne utilise pour prendre l'état de la situation, c'est ça? OK, Effectivement. De ces 77 000 signalements-là qu'il y a eu l'an passé au Québec, c'est quoi le pourcentage qui a été retenu et qui nécessitait une évaluation plus importante? Ça se situe autour de 40 au niveau provincial. OK. Alors, dans l'ensemble de la province, des 77 000, on en a retenu pour aller évaluer 40 Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Là, on passe à l'évaluation de la situation. Tout à Donc, fait. c'est des employés sur le terrain qui se déplacent, quoi? Ce sont des travailleurs sociaux qui vont dans le milieu, qui vont voir comment les choses se passent, dépendamment de la situation qui nous est rapportée. Si c'est une situation de négligence, manque de nourriture, vêtements inappropriés pour la saison, vraiment, là, on va voir. On s'interroge sur le milieu de l'enfant. Là, il y a des dossiers qui sont, comme vous dites dans votre jargon, fermés. Donc, après l'évaluation, on juge qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, on les réfère à d'autres ressources et pour vous, les dossiers sont clos. Combien du 40 initial reste actif avec lequel vous allez poursuivre le travail? Ça varie selon les centres jeunesse, mais je vous dirais que c'est autour de 30 à 35 de ces dossiers-là qui sont évalués qui vont pour un suivi régulier du côté, on nomme ça l'application des mesures, c'est le suivi de ces enfants-là et de ces parents-là. Donc, c'est l'étape suivante, l'application des mesures. Donc, ce sont des travailleurs sociaux qui bâtissent des solutions avec les parents et les enfants? Tout à fait. En fait, il peut y avoir aussi des éducateurs, il peut y avoir des infirmières, on peut faire affaire aussi avec des psychologues, des pédiatres, dépendamment de la situation, mais on mobilise autour de l'enfant et la famille des intervenantes pour les amener à modifier le comportement. Parce que l'objectif de la DPJ, c'est que les parents sont les premiers responsables de leurs enfants et c'est qu'on puisse se retirer quand les parents vont être en mesure que la situation qui nous interpellait n'est plus présente. Il y a deux types d'applications de mesures, volontaires et judiciaires. Volontaire, donc, c'est
vous qui vous entendez avec la famille pour se prendre en main et travailler ensemble, c'est ça? Oui, tout à Et fait. judiciaire, c'est quoi? En fait, nous essayons toujours d'amener les parents à travailler avec nous dans une concertation. Malheureusement, quelquefois, les parents sont en désaccord et là, on saisit le tribunal de la jeunesse et on va exposer la situation au juge. Mais il y a quand même un nombre assez important de situations où on peut parler avec les parents. On signe une mesure volontaire qui est un genre de contrat OK. où on décrit la situation, on décrit les moyens qu'on va prendre pour régler cette situation-là et ce qui va être fait pendant la période où on considère que l'enfant doit être sous la protection de la jeunesse. Souvent, dans les histoires qu'on voit dans les quotidiens, les journaux, c'est souvent des jeunes qui sont en centre jeunesse. Donc, dans le volet, j'imagine, judiciaire, parce qu'ils ont été placés. C'est ça? Oui. C'est quoi le pourcentage de jeunes qui vivent en centre jeunesse sous votre service et ceux qui sont encore à la maison et qui ont des ressources pour les aider? Il y a plus de 55 des enfants qui vivent avec leurs parents. OK. Les enfants, ou surtout les adolescents qui sont en trouble de comportement, il y en a 14 seulement qui sont en centre de réadaptation et autour d'une vingtaine de pourcents qui sont en famille d'accueil. En famille d'accueil. C'est quoi l'Aquarelle? C'est un centre sur la Rive-Sud où des jeunes sont d'ailleurs? Oui, pour les jeunes garçons, 6-12 ans, qui ont des troubles de comportement et pour qui ça nécessite une intervention là, de réadaptation. Donc ça, c'est un des centres disponibles pour notamment des jeunes. On va écouter une employée, Lisa Taylor, qui travaille d'ailleurs là, Oui. et qui nous explique à quel point ce bout-là de leur vie est essentiel et important Tout à aussi. fait. Ces enfants-là, avant d'arriver à l'Aquarelle, ne sont plus fonctionnels dans la sphère scolaire, souvent. Ils sont en classe spécialisée puis arrivent difficilement à fréquenter l'école de façon régulière. Ce sont des enfants aussi qui, ça ne fonctionne pas bien non plus dans la relation parent-enfant. On a des crises, on a de l'agressivité parfois. Je veux qu'on écoute un commentaire d'une maman aussi qui a fait un Oui. témoignage il n'y a pas si longtemps et qui montre, je pense, à quel point pour bien des parents, c'est pas si facile que ça. Et après ça, je vais vous entendre là-dessus aussi. Avoir 3 enfants de 3 pères différents, c'est pas toujours évident. J'ai été mère à 15 ans, donc les éléments, je les avais pas tous en main. Simple fait de dire des mots violents, d'être agressif dans nos paroles, de négliger que notre enfant veut nous faire un câlin. Oh non, j'ai pas le temps, ça me tente pas. Ça peut les blesser énormément au niveau psychologique. Ça, c'est un des portraits, mais très fréquents que vous voyez dans vos services, des parents qui sont un peu démunis face à la situation. Oui, tout à fait. Et ces parents-là, ce qu'on veut faire, c'est les accompagner pour qu'ils puissent développer des compétences et qu'ils puissent être en mesure de s'occuper adéquatement. Et c'est ce qu'ils veulent aussi, les Ouais. parents. Et ils veulent changer. Souvent, il y en a qui sont très contents. Ça peut être percutant, par contre. Il y a des Ouais. parents qui réagissent, qui ont de la difficulté à se remettre en question. Mais moi, je vous dirais qu'il y a vraiment de belles histoires où on a pu travailler avec ces parents-là pour établir une routine de vie, pour qu'ils aillent chercher dans les milieux communautaires des ressources pour être supportés. Des parents qui se retrouvent seuls, soit mère ou père monoparental, avec des problèmes de santé mentale, des problèmes financiers, c'est pas simple. Y a-t-il des enfants qui appellent pour se plaindre? Des fois, je suis plus Oui. capable de mes parents. Il y en a, oui? Il y a des enfants qui appellent, on OK. les écoute. Quelquefois, c'est un peu de la manipulation, Ouais. mais ça peut aussi être véridique. OK. Et on prend la peine de toute façon d'évaluer toutes ces situations-là. Alors, pour tous ces enfants qui, dans bien des cas, vivent des grandes situations d'abandon, il y a des ressources, notamment la Fondation des centres jeunesse, en Montérégie notamment, à Montréal et dans d'autres régions. Si vous avez la chance un jour, essayer de collaborer à ces levées de fonds-là, ça permet à des jeunes qui ont plus de ressources vraiment d'en avoir grâce à la Fondation, ne serait-ce que de pratiquer un sport pour avoir l'impression d'exister et Oui. d'être fier de soi. Merci de nous avoir aidés à comprendre un peu le parcours de tout ça. Merci, Merci à vous. Maryse, merci bien, au revoir. Au retour, ce sera déjà la conclusion après cette matinée assez mouvementée, c'est le cas de le dire. Bravo à l'UPAC pour ses perquisitions ce matin et ses arrestations aussi.